Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal Intervention militaire française. Au théâtre de la crise anglophone, Joseph Betty Assomo soutient qu'il s'agit d'une rumeur devant les députés. Le ministre de la Défense fait savoir qu'en l'état actuel des choses, que rien ne saurait expliquer une présence militaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Péril sur la CAN 2019 à quelques semaines de l'arrivée d'une troisième mission d'inspection de la CAF au Cameroun, les chantiers accusent un sérieux retard. Les entreprises prestataires dénoncent le laxisme du gouvernement qui brille par le blocage des fonds destinés au projet. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'insécurité règne à maître au quartier Bessengue, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. 3 jours après le braquage à main armée d'une microfinance, ces populations ont toujours du mal à se défaire de cette scène digne d'un film hollywoodien. Elles interpellent les pouvoirs publics à renforcer la sécurité au quartier Bessengue, devenu un refuge pour des brigands qui opèrent en toute impunité. Le reportage de Claude Eukwa, Julien Barthébissaï. Il ne se passe plus un jour à Douala sans que les habitants de cette ville ne soient victimes des agressions de toutes sortes. Vol à main armée, cambriolage à ciel ouvert sont quelques pratiques usuelles des bandits de grand chemin. Au quartier Bessengue, dans le premier arrondissement, les populations ont perdu le sommeil. Ce quartier, oui, vraiment, il y a vraiment de l'insécurité. Nous ici, vraiment, c'est très grave. Quand une journée passe sans que nous-mêmes nous soyons victimes, on dit seulement grâce à Dieu. Sinon, sur cet axe, plus particulièrement, feu rouge jusqu'à Mobi Bonakawa. Chaque jour, il y a des coups de vol. Si ce n'est pas la voiture, ce sont les gens braqués qui sont braqués, que ce soit de jour comme de nuit. Et cela, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. C'est depuis très longtemps. Parfois, ce sont les voitures qui sont portées, ce sont les sacs qui sont enlevés dans les voitures et ils prennent la clé des champs. Bon, sans suite, c'est ni vu ni connu et à lendemain, le même scénario recommence. Nous sommes victimes quelquefois des petites agressions. Nous qui rentrons peut-être du travail aux environs de 16 heures, il y a en langage familier, on dit les Nangaboko qui nous arrêtent là, tout ça. Cette insécurité galopante, présente à Bessengue comme dans tous les quartiers de la ville de Douala, amène les habitants à s'interroger sur le rôle des forces de maintien de l'ordre. Comment on se déplace pour aller appeler au commissariat, pour appeler la police, pour venir intervenir à une situation, quand c'est le blocage, même les policiers refusent. Donc ça veut dire qu'on vit totalement. Il y a une sécurité dans tout le pays, pas seulement ici. On vit survivre. Quand quelque chose peut arriver, il n'y a personne qui peut intervenir sur ça. Afin de mettre un terme à ce fléau social, quelques esquisses de solutions sont présentées. Moi, j'aurais proposé qu'il y ait d'abord les caméras de surveillance, peut-être surtout le long, pour qu'à tout moment, on peut découvrir les gens qui sont auteurs de ces mots. Parce que souvent, quand ils le font à visage découvert. En plus de ce que je viens de dire, que les forces armées soient actives. Dès qu'il y a peut-être un coup qu'ils sont alertés, qu'ils se déploient vite sur le terrain pour intervenir. Il faut une patrouille régulière dans la zone des forces armées. Oui, en plus de ce que je viens de dire, on devait aussi avoir l'énergie en permanence. Parce que bien qu'ayant les caméras de surveillance, sans énergie, on ne peut pas retracer la scène qui s'est passée. Donc il faut en permanence de l'énergie. Parce qu'ici au Feu Rouge, on a constamment ce problème. Vivement que les forces de l'ordre jouent leur rôle. Et je vous le disais en titre, le ministre de la Défense refute les informations faisant état d'une présence militaire française dans les régions anglophones. Devant le Parlement, Joseph Betty Assomo soutient que la situation actuelle qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest donc est une crise interne et que rien ne peut justifier une telle présence. Par ailleurs, le patron de la Défense dénonce les montages qui pilulent sur les réseaux sociaux qui, selon lui, tendent à entretenir la désinformation dans le cadre de cette crise anglophone.
Et le plan d'urgence humanitaire entre dans sa phase opérationnelle. Le comité interministériel entame des descentes sur le terrain dès la semaine prochaine. Le ministre Paul Atangandi a fait cette déclaration lors de la première réunion interministérielle du comité ad hoc regroupant tous les membres. Il fait savoir que les vivres seront distribués par les membres du comité ad hoc constitué des ministres, autorités régionales dont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et d'autres relais locaux que sont les maires, les militaires, des personnes compétentes, des personnalités religieuses, précisément de l'Église, ainsi que d'autres dénominations. Paul Atangandi a clos ses propos en mettant au défi les membres du comité sur l'atteinte des objectifs de ce plan d'urgence. Écoutons à présent cette réaction du ministre Paul Atangandi au micro d'Equinox Télévision. Le chef de l'État veut des actions concrètes sur le terrain. Dès la semaine prochaine, nous allons nous déployer sur le terrain. Ça, c'est un message clair. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer nos actions sur le terrain. Et ces actions seront bien encadrées parce que nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité. Nous avons des priorités qui ont été clairement définies, les axes d'intervention. Je crois que quand le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé le plan d'action du chef de l'État, il a défini clairement les axes prioritaires. Il a parlé des actions humanitaires, donc l'aide aux populations en détresse. Il a parlé de l'aide aux agriculteurs. Il a parlé de la réfection, la reconstruction des édifices publics et privés détruits par des terroristes. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'abord l'aide à la population en détresse, parce qu'il est question d'abord de toucher, n'est-ce pas, ces populations qui sont en détresse du fait des actes terroristes. Et quel est le rôle de la presse en temps de crise ou encore en période électorale? Mathieu Billet-Bois, conseiller en élection au programme des Nations Unies pour le développement. Il est l'invité de ce journal. Il reviendra en deuxième partie de ce journal. Tout autre chose à présent, mouvement à la tête des structures publiques. Un décret du chef de l'État, Paul Biya, rendu public ce jour, nomme fait Hélène Kwanga, épouse Galega, présidente du conseil d'administration de l'ENAM, et Adoum Garoua, l'ancien ministre de la Jeunesse, a été désigné président du conseil de direction de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et l'actualité sportive donc à présent, je vous le disais également titre, retard dans la construction des infrastructures devant abriter la CAN 2019. Les entreprises accusent le gouvernement. Ils dénoncent le laxisme dans le déblocage des moyens financiers. Ils l'ont dit ce jeudi à Yaoundé, alors que la troisième mission d'inspection de la CAF est attendue le mois d'août au Cameroun. Emmanuel Diop et Aïe Cyril. Sur les raisons du retard observé dans la construction des infrastructures devant abriter la CAN 2019, les entreprises dénoncent le laxisme du gouvernement en ce qui concerne notamment le déblocage des fonds. Nous aurons terminé nos stades dans le mois qui vient. Si nous avons ce dont nous avons besoin, s'il y a des retards, le pire des cas, nous avons un contrat avec l'État du Cameroun qui est notre client. Ce dont nous avons besoin, c'est de la mise à disposition de quelques moyens. Nous pensons que des solutions sont en train d'être trouvées. Le temps presse pourtant. La troisième mission d'inspection de la Confédération africaine de football, attendue au mois d'août prochain, est considérée comme celle de la dernière chance pour le Cameroun. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique tire la sonnette d'alarme. Je vous demande un sursaut d'honneur. Je vous demande de tout mettre en œuvre pour que les engagements pris par le Cameroun auprès de la CAF soient respectés. C'est maintenant ou jamais qu'il convient de consolider cet engagement, car la moindre négligence peut tout compromettre. Pour être plus précis, le MINSEP recommande l'accélération des travaux, notamment la construction de la charpente et de la couverture pour les stades des groupes A et C, basé à Yaoundé, groupe B basé à Douala et groupe E à Garoua. Qu'ils accélèrent les travaux, y compris de nuit, pour les chantiers afin de rattraper les retards. Qu'ils exécutent rapidement les travaux de la charpente et couverture des différents stades.
qu'ils mettent en exécution de façon complète et méticuleuse toutes les recommandations formulées par la CAF en vue de s'arrimer aux exigences du cahier de charges. Les infrastructures du groupe D, basé à Buea et Limbe, et du groupe F, basé à Bafoussam, ayant déjà été construites, le MINSEP prescrit l'accélération des travaux d'entretien avec un accent sur le centre-ville de Bafoussam. Assurer et renforcer le service d'entretien et de maintenance de toutes les infrastructures sportives. Mettre en exécution toutes les recommandations formulées par la CAF au niveau des terrains d'entraînement et du stade de compétition. Effectuer les travaux de nuit sur les chantiers de la ville de Bafoussam afin de rattraper le retard. Au regard des délais qui courent, les entreprises promettent de tout faire pour livrer les chantiers à temps, notamment au stade Rumdi Adja de Garoua. Nous avons écouté bien le monsieur le ministre et nous prenons l'engagement pour délivrer les chantiers comme c'est prévu dans les délais pour la CAF. Mais aussi au stade omnisport d'Olembe de Yaoundé. On a reçu un grand part de le matériel. Le reste arrivera avec le bateau qui doit être à Douala ce dimanche, ça veut dire le 8 juillet. Le délai de le complexe sportif de Olembe à Yaoundé va être respecté et le stade principal et les deux stades annexes vont être prêts le 28 décembre 2018. Selon le cahier des charges de la Confédération africaine de football, les infrastructures sportives devront être livrées 3 mois avant le début de la compétition, c'est-à-dire en mars 2019, et les infrastructures hôtelières 6 mois avant le début de la compétition, précisément en décembre 2018. Un public reportage à présent avant la deuxième partie de ce journal. Le cercle de réflexion pour le développement du Noun a organisé il y a quelques jours dans la ville de Douala la présentation des journées de réseautage du carnaval de la femme Bamoun, une activité novatrice du Ngone 2018. L'objectif de cette journée est de permettre à la femme Bamoun d'être véritable actrice du développement. Reportage. La 547e édition du Ngone se déroulera du 2 au 9 décembre 2018 avec pour thème Ngone, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. Un concept innovateur est inscrit à son programme. Il s'agit de la toute première édition du carnaval de la femme Bamoun qui aura lieu le 6 décembre 2018. L'idée de ce carnaval naît de la vision du sultan Ibrahim Bourbon-Djoya, sultan roi de Bamoun, celle de valoriser la femme Bamoun et de rompre avec le mythe femme Bamoun, belle, illettrée et inactive. Le slogan de la femme Bamoun belle, active et décente vise non seulement à faire de la femme Bamoun une actrice de la culture, mais vise aussi à un retour aux sources. Nous voulons que les femmes Bamoun retournent aux sources. Et davantage son enracinement dans sa culture. En prélude à ce carnaval, se tiendront dans les villes de Douala, Yaoundé et Fumban les journées de réseautage. Et l'objet de ces journées de réseautage, c'est de faire de ces journées de réseautage des plateformes de rencontre des femmes, d'échange, de partage, de partage des informations et d'expériences de chacune de nous. Ce carnaval aussi vise à rassembler les femmes Bamoun de tous les 4 coins du monde. Afin de permettre aux participants venus de tous les coins du Cameroun et de la diaspora d'avoir un aperçu du carnaval de la femme Bamoun, une démonstration a été faite. Les éléments mis en exergue étaient la riche diversité vestimentaire qui respecte le dress code et l'esprit du carnaval, ainsi que des pas de danse rythmés par les musiques du terroir. Le comité national d'organisation du carnaval, les démembrements régionaux et de la diaspora ont été présentés à l'occasion. Le rendez-vous est donc pris pour le 6 décembre 2018
pour la tenue de la première édition du carnaval de la femme Bamoun. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et en posture d'invité de ce journal de 20h, je reçois sur ce plateau Mathieu Bilé-Mboa, conseiller en élection au programme des Nations Unies pour le développement. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir. Alors, vous avez organisé dans la ville de Douala durant 3 jours un atelier sur le renforcement des capacités des journalistes en matière de couverture médiatique des élections. Alors, on constate que bon nombre de pays africains organisent les élections durant cette année 2018 et parmi lesquels le Cameroun. Donc, et la question liée à la responsabilité de la presse est très souvent mise à l'exergue. Alors, à quel niveau peut-on situer cette responsabilité? Mais cette responsabilité se situe autant en amont que pendant la période électorale et qu'en aval. Le rôle important des journalistes amène à ce que, en tant qu'acteurs du processus, mais pas acteurs directs, acteurs du processus, ils puissent aider les populations, ils puissent aider les organisateurs à mieux comprendre les règles du jeu électoral. Et comme ce sont des acteurs importants, pour eux à mieux connaître les textes ainsi que les règles de la déontologie. Donc ce séminaire a été organisé par des agences du système des Nations Unies en collaboration avec le Bureau des Nations Unies en Afrique centrale, UNOCA, ONU Femmes, le PNUD, le Centre régional des droits de l'homme ainsi que l'UNESCO. Oui. Et alors, au regard de votre vécu en matière électorale, quelles sont les difficultés ou les obstacles que rencontrent les journalistes en Afrique subsaharienne en période électorale? Mais les difficultés, c'est d'abord les difficultés d'accès à l'information, c'est les difficultés de traitement équilibré, pour ne pas dire équitable, de l'information. Les difficultés, c'est aussi les difficultés d'accès aux nouvelles technologies, avec maintenant ce que nous avons tous ces réseaux sociaux, et le séminaire a mis un accent aussi sur le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux, avec des mécanismes qui permettent aux journalistes de faire attention à ce qu'on appelle communément les fake news, parce qu'avec ces réseaux sociaux, il y a une floraison d'images et la recherche parfois du scoop peut amener à donner une information qui n'est pas vérifiée. Et c'est pour ça que dans le cadre de ces séries d'ateliers, après Ngaoundéré, Douala, nous allons à Bafoussam et nous allons terminer en Balmayo avec les radios communautaires. Alors parlons donc de ces mécanismes. Quels peuvent être ces mécanismes d'encadrement qui peuvent être mis en place pour permettre à la presse de bien jouer son rôle? Mais je pense que d'abord, un des premiers mécanismes qui existent dans tous les pays, et je m'en réjouis, c'est d'abord ce qu'on appelle communément le code d'éthique et de déontologie. Ça existe. Mais à côté de ce code d'éthique et de déontologie, les journalistes eux-mêmes qui étaient présents à cet atelier, spontanément, de manière vraiment unanime, parce qu'il faut restituer, les Nations Unies n'imposent pas, sont en accompagnement. Et les journalistes qui ont assisté à ce séminaire eux-mêmes ont rédigé ce qu'ils appellent un code de conduite pour voir leurs responsabilités en période électorale. Oui. Oui, parlant de ce code de conduite, il s'agit de quoi exactement? Mais à la lumière de leur expérience du vécu, des difficultés qu'ils rencontrent, quelques difficultés que nous avons énumérées, eux-mêmes ils ont décidé de prendre des engagements à travers un code de conduite pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, en lançant un appel aux auditeurs, aux patrons de presse pour qu'eux aussi puissent encadrer et faire en sorte que cet outil soit vraiment un outil efficace. Il y a aussi à côté ce qu'ils ont appelé la déclaration de Yaoundé, qui est un exemple très, très patent de ce qu'ils ont vu. Et je pense qu'unanimement, ils ont salué ce séminaire qui, loin d'être un séminaire en plus ou bien de trop, a permis vraiment à certains, comme dirait un des participants, ils sont arrivés peut-être un peu déshabillés, mais ils sont repartis habillés avec des connaissances. Eux-mêmes, ils ont partagé et c'était vraiment intéressant. Et donc, c'est une activité à continuer parce qu'il y a eu des expériences dans d'autres pays. Vous savez, on ne va pas venir sur les tristement célèbres médias de la haine. Vous savez que parfois, les populations ne le voient pas, mais les journalistes le voient.
ils ont une responsabilité trop importante. Une information qui est divulguée, qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas fondée, crée plus de dégâts qu'il ne faut. Et donc, même dans les cas de crise, de violence, le journaliste a un rôle d'appeler à l'apaisement. Et parlons justement de ces en période de crise, on constate que les périodes électorales suscitent souvent de vives tensions dans plusieurs pays en proie à des conflits. Donc, comment la presse doit-elle se comporter ou aborder ou évoquer ces sujets? La presse devrait, elle le fait, d'abord tenir compte de l'intérêt national. Il y a des informations qu'il faut recouper avant de les donner. La presse, elle le fait suffisamment, elle devrait voir un peu, faire en sorte que les faits soient donnés, mais en voyant aussi l'angle sous lequel les faits doivent être publiés. La presse, elle en est consciente, elle ne doit pas occulter certaines réalités, mais voir aussi des trucs en tenant compte des droits humains, des droits de la femme, des droits des jeunes, parce que ce sont ces cibles-là qui sont vraiment indexées, de sorte que le journaliste se retrouve maintenant au front de l'actualité électorale et c'est à lui et c'est sur lui que pèse cette responsabilité. Bon, les réglementations varient d'un pays à un autre, mais ici, il y avait eu un débat qui a porté sur la publication des tendances et là, nous avons été unanimes à leur dire qu'écoutez, à chaque pays sa réglementation, comparaison n'est pas raison. Au Cameroun, la presse n'est pas habilité à donner des tendances, c'est la loi, il faut la respecter. Voilà. D'accord, merci Mathieu Bileboa d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes conseiller en élection au programme des Nations Unies pour le développement. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout juste après ce journal, à suivre l'émission spéciale consacrée à la Coupe du Monde de Russie 2018.